Est-ce que tout le monde voit ma deuxième slide? Est-ce que vous voyez bien ma deuxième slide? Oui, c'est bon. Oui, On la très voit. bien. Super. Eh bien, nous pouvons donc commencer. Donc ça, c'est juste le sommaire de la présentation. On va rapidement parler un petit peu du Green Deal européen, de l'appel Green Deal Horizon 2020 en particulier, et puis on rentrera dans le détail du domaine 7 et de l'appel sur la restauration de la biodiversité et des services écosystémiques. On verra un tout petit peu le contexte de l'appel et puis comment ces thématiques-là vont aussi s'inscrire dans la suite d'Horizon 2020, dans le programme cadre Horizon Europe. Et puis ensuite, on vous donnera quelques outils si vous comptez monter un consortium. Donc le Green Deal européen, c'est la grande initiative qui a été lancée par la nouvelle commission qui a pris ses fonctions à l'automne dernier, qui a été annoncée très rapidement dans les premiers jours de la prise de fonction de la commission, et qui vise, dans la grande annonce phare, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. Donc le Green Deal, il vise aussi donc, à transformer l'Union européenne en une société plus juste, prospère, dotée d'une économie moderne et efficace, où l'environnement et la santé des citoyens sont protégés et où la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. Donc le Green Deal, c'est un gros plan d'investissement qui va être de 1000 milliards d'euros sur 10 ans au minimum, et qui comprend évidemment des mesures en matière de R&D. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc, le Green Deal, c'est 8 grands objectifs, 8 grands domaines que vous voyez ici sur le climat, l'énergie, l'économie circulaire, voilà, et puis évidemment donc, un gros volet sur la préservation et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Donc l'appel Horizon 2020 Green Deal, c'est un appel qui est propre à Horizon 2020, qui s'inscrit dans H2020, qui est d'environ 1 milliard d'euros et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc l'appel reprend vraiment les domaines clés du Green Deal européen, plus 3 domaines horizontaux qui sont renforcer les connaissances en appui au Green Deal, donner davantage de pouvoir aux citoyens et un volet coopération internationale avec un appel qui cible l'Afrique en particulier. Donc l'appel Green Deal H2020 est un peu différent des appels H2020 classiques, dans le sens où ce sont des appels qui sont dont l'impact qui sont très axés sur l'impact, avec des résultats tangibles qui sont attendus, qui sont visibles par les citoyens et sur des courtes périodes de temps. Donc évidemment, on se retrouve avec des actions qui sont plus axées sur l'innovation, mais pas seulement. Il y a aussi des RIA et des CSA dans cet appel Green Deal. Donc la Commission, elle a mis en place un certain nombre de politiques qui font le socle du Green Deal, que sont voilà, donc la stratégie pour une croissance durable 2020, le plan d'investissement pour une Europe durable qui vise donc à donner les moyens au Green Deal de se mettre en œuvre, avec donc ce plan de financement à la fois public et privé pour les 10 ans à venir, et puis un certain nombre de stratégies plus spécifiques sur l'économie circulaire, la stratégie de la ferme à la fourchette, et puis la stratégie pour la biodiversité qu'on verra un petit peu plus tard. Et enfin, qui me semble important aussi, la loi européenne pour le climat, qui vise à vraiment inscrire dans la loi des objectifs très clairs en matière de climat, de réduction des gaz à effet de serre, etc. À ce titre d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Donc, vous avez vu, donc, les points de contact nationaux organisent un certain nombre de webinaires sur cet appel Green Deal H2020. Il y a eu un webinaire général avec une présentation d'un représentant de la Commission européenne qui donne vraiment le cadre de cet appel Green Deal et un peu la philosophie qu'il y a derrière. Et si vous avez le temps, je vous invite à aller revoir le webinaire qui est donc diffusé et auquel on peut avoir accès assez facilement parce que c'est assez intéressant. Si vous voulez un peu le contexte plus général. Donc l'appel Green Deal, donc, ce sont donc ces 8 domaines thématiques. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le domaine 7, écosystème et biodiversité. Donc bon, voilà, je ne vais pas plus en détail là-dedans.
En termes de calendrier, donc là actuellement on a le draft de cet appel Green Deal H2020. Le programme de travail définitif est en cours de discussion au niveau des services de la Commission européenne. Il devrait être publié le 18 septembre 2020, avec en même temps que l'ouverture de l'appel. Donc fin septembre, on aura les R&I Days, donc les journées recherche et innovation de la Commission européenne, qui évidemment devaient être en présentiel, mais étant donné la situation actuelle, seront davantage voilà, en ligne, avec donc qui sont en général des journées qui permettent un peu de monter voilà, de faire du réseautage, etc. Pour l'appel H2020 Green Deal, la date limite pour soumettre les propositions sera en janvier 2021, avec une évaluation des projets au printemps, et les projets sélectionnés devront nécessairement être signés avant le 31 décembre 2021. Pour des raisons budgétaires, tous les crédits doivent être engagés avant la fin de l'année 2021. C'est pour ça qu'il y a cette deadline stricte. Maintenant, donc on rentre plus dans le détail de l'appel, du domaine 7 qui comprend un appel, donc qui s'appelle Restaurer la biodiversité et les services écosystémiques. Donc comme je l'ai dit précédemment, toutes les informations qu'on a actuellement, elles sont vraiment basées sur la base d'un draft. Donc il est tout à fait susceptible qu'il soit modifié, un peu amendé, pas dans les grandes lignes évidemment, mais il faudra bien faire attention à se baser sur le document final. Donc là, vous avez le code topic qui vous permet de le retrouver facilement l'appel sur le portail du participant. Donc l'appel, c'est une action de recherche et d'innovation, donc avec des TRL relativement bas, même s'il y a des applications très très concrètes qui sont attendues. Le budget de l'appel est assez important, 80 millions d'euros. C'est un des appels, dans les appels du Green Deal, je pense que c'en est un qui est les mieux financés, enfin un parmi lesquels qui sont les mieux financés. La Commission attend par projet entre 20 et 25 millions d'euros. Pareil, c'est des projets assez importants qui sont attendus. On peut attendre entre 3 et 4 projets sur cet appel. La soumission se fera en une étape et les règles de participation qui s'appliquent, ce sont les règles standards H2020. Donc 3 partenaires d'au moins 3 pays, 3 États membres ou États associés différents. Donc je reviens rapidement sur le contexte de l'appel. Donc je pense que dans les documents qui sont importants à avoir en tête, il y a vraiment la stratégie pour la biodiversité 2030 qui a été annoncée là très récemment, dans les mois derniers, par la Commission européenne, en même temps qu'un certain nombre d'autres stratégies. Et donc l'appel auquel dont on parle aujourd'hui vise vraiment à contribuer à cette stratégie. Donc cette stratégie pour la biodiversité de la Commission européenne, elle a la particularité par rapport aux précédentes stratégies de vraiment se concentrer sur les zones protégées, donc avec cet objectif de avoir 30% des zones terrestres en Europe et 30% des zones marines en Europe qui soient des aires protégées. Et donc avec la restauration à plus grande échelle des écosystèmes qui sont en danger. Parmi les autres documents qu'il faut avoir en tête si on souhaite déposer une proposition pour cet appel, il y a la décennie pour la restauration des écosystèmes des Nations Unies, qui a été mise en place aussi récemment, donc c'est pour la période 2021-2030, et qui vise aussi, qui est un programme comme pour les Nations Unies, qui vise à la restauration de 350 millions d'hectares de paysages dégradés d'ici 2030. Et donc l'appel s'inscrit pleinement là-dedans. Il y a aussi donc la Convention sur la diversité biologique qu'il faut avoir en tête, qui est comment dire, quelque chose d'un peu plus ancien, puisque ça date des années 90, mais qui a été mise à jour régulièrement, et il y a un certain nombre d'éléments et de guides pour la restauration des écosystèmes qui sont publiés par cette convention et qu'il faut donc prendre en compte. Et enfin, bon voilà, sur le contexte, les objectifs du développement durable, c'est des choses aussi à avoir en tête. On va voir aussi que l'appel se base beaucoup sur l'IPBES et l'IPCC, donc le GIEC et le GIEC de la biodiversité. Et puis, bon voilà, les directives européennes, j'en ai parlé, je n'insiste pas plus. Donc l'appel 7, en termes d'enjeux,
il part du point de départ qu'il y a un besoin urgent de renforcer la résilience des écosystèmes et de la biodiversité face à des pressions multiples et notamment dans un contexte de changement climatique. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre des solutions qui soient systémiques et à plus grande échelle. C'est vraiment les deux grands objets de l'appel. L'appel, il s'inscrit aussi très clairement dans un contexte post-Covid. C'est très clair, en tout cas, dans la stratégie pour la biodiversité, où voilà, l'idée, c'est aussi que l'UE contribue à bâtir des sociétés qui soient plus résilientes face aux menaces comme les impacts du changement climatique, les feux de forêt, l'insécurité alimentaire et puis les risques sanitaires, évidemment. Et donc, les solutions qui doivent être mises en œuvre sur cet appel doivent être mieux intégrées, voilà, plus systémiques, c'est ça qu'on entend par systémique, et donc inclure tout le volet prise de décision, la gouvernance, les investissements. Elles doivent aussi intégrer l'ensemble de la chaîne des acteurs qui sont présents pour définir des solutions gagnant-gagnant et donc mettre aussi l'accent sur l'engagement citoyen. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble du Green Deal, le fait de ce qu'ils appellent citizen empowerment, vraiment de faire en sorte que les citoyens soient plus à la manœuvre aussi, mais aussi donc le secteur privé, les régions et les communautés. Il y a aussi donc cette notion de transition juste qui court aussi tout le long de l'appel Green Deal, à savoir que voilà, il faut montrer qu'investir dans la restauration de la nature peut améliorer la résilience face aux changements climatiques, environnementaux et aussi socio-économiques. Et donc l'appel du topic 7 se donne deux grands défis. Donc accélérer un changement durable et en profondeur, c'est ce qu'ils appellent le transformative change, et améliorer la restauration des écosystèmes terrestres et marins via un changement d'échelle. Donc c'est la notion de upscaling qui est à la fois d'agrandir les zones de restauration des écosystèmes qui sont traités, à la fois en taille et en nombre de mesures prises sur chaque zone. Donc, toujours sur les défis, l'appel il liste un certain nombre d'objectifs très spécifiques, à savoir la mise en œuvre de démonstrateurs grande échelle pour la réplication et la mise à l'échelle de méthodes innovantes, qu'elles soient technologiques ou non, en matière sociale, en matière de gouvernance ou de finances durables. Il faut que les solutions elles soient adaptées au contexte local et en fonction de la demande. Il y a cette notion de supply and demand dans l'appel qu'il faut aussi prendre en compte. Il est attendu des projets qui seront financés de tester des mécanismes d'incitation sur la base du volontariat, mais dans tous les domaines de la bioéconomie, que ce soit l'agriculture, la foresterie, etc., pour encourager la baisse des émissions. Les projets sélectionnés devront aussi mettre en œuvre des solutions basées sur la nature, nature-based solutions, à la fois dans les zones urbaines, périurbaines, rurales et aussi marines. Le marin est vraiment inclus dans l'appel, très clairement. Et d'ailleurs, il faut aussi que les projets puissent montrer que les problématiques ne sont pas les mêmes, que certainement qu'il y a aussi des difficultés différentes sur les zones marines et qu'il faut aussi, voilà, les projets sont suffisamment dotés en budget pour que ça puisse être pris en compte. Il faut montrer comment la restauration des écosystèmes peut encourager l'évolution des comportements et améliorer l'adaptabilité des communautés au changement. Il faut maximiser les synergies en évitant d'avoir à faire des compromis entre restaurer la biodiversité et mettre en place des mesures d'adaptation, de mitigation au changement climatique. Et enfin, l'appel insiste aussi sur la notion de lien très étroit et à double sens avec le GIEC et avec l'IPBES, puisque l'idée c'est que les solutions qui sont construites
les solutions doivent être construites sur la base des rapports de ces deux programmes. Et par ailleurs, les résultats des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel doivent aussi pouvoir nourrir les processus de réflexion de l'IPCC et de l'IPBES. Donc, en termes de périmètre de l'appel, l'objectif c'est d'établir un plan de scalabilité, de réplicabilité de solutions innovantes au niveau européen et international. Sur les zones à sélectionner, c'est pas dit très clairement dans l'appel, mais on comprend que voilà, c'est vraiment des zones européennes, enfin c'est ma compréhension en tout cas, mais c'est vraiment des zones européennes, y compris d'ailleurs les zones ultra-périphériques européennes. Et que l'idée, c'est aussi que les solutions qui sont identifiées dans le cadre des projets puissent être adaptables, enfin, réutilisables à l'international. Les projets devront également mettre en place un cadre de suivi de ces actions avec une priorisation des écosystèmes les plus en danger. Donc l'idée, c'est pas de créer des nouvelles approches de monitoring à développer, il faudra s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et d'ailleurs, l'appel cite un certain nombre d'initiatives, de projets qui ont déjà été financés dans H2020 et dans le cadre d'autres programmes. Et d'ailleurs, même elle cite aussi d'ailleurs des appels pour lesquels les projets ne sont pas encore sélectionnés, donc des appels de 2020 par exemple. J'en ai listé quelques-uns après dans ma présentation. Les actions devront être basées sur des recherches existantes et sur une meilleure compréhension, une meilleure communication autour de la restauration des écosystèmes. Comme je l'ai déjà dit, les actions elles doivent nécessairement inclure les questions de gouvernance et les pratiques de management. Et enfin, il faudra aussi inclure des solutions en termes de financement innovant, des collaborations cross-sectorielles et la participation des citoyens pour développer les efforts et faire en sorte qu'ils soient plus durables aussi. Et donc, il faudra aussi répondre à la question de comment la gouvernance, le policy making, les financements, les marchés publics, le développement économique, l'innovation sociale et la planification régionale peuvent contribuer à ces transformations systémiques. Donc, en termes d'impact maintenant, l'appel liste très clairement un certain nombre d'impacts. On attend des projets sélectionnés qui développent des cas concrets de restauration d'écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité, avec des résultats tangibles et durables d'ici à 2024. Il faudra montrer l'importance de la préservation de la biodiversité pour le maintien des puits de carbone, la réduction des gaz à effet de serre et plus généralement la restauration des écosystèmes et l'amélioration des services écosystémiques. Il faudra contribuer à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne et internationale pour contribuer à atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc c'est toutes les politiques dont on a parlé un petit peu plus tôt. Il faudra identifier des méthodologies adaptées pour la restauration des écosystèmes et la préservation des puits de carbone en vue de réduire l'empreinte carbone environnementale. Donc là, de la même manière, l'appel cite un certain nombre de guides, notamment sur la Convention pour la diversité biologique qui publie des guides sur lesquels il faudra s'appuyer. Enfin, donc, il faudra aussi s'attarder à ce que les stakeholders au sens large et l'investissement du secteur privé soient inclus dans les solutions qui sont mises en œuvre pour faciliter un cofinancement long terme en lien avec la recherche et une recherche interdisciplinaire, donc mettre en place des partenariats publics-privés et des modèles d'incitation pour les entreprises. Donc voilà, je me répète pas, la participation citoyenne est fortement encouragée. L'idée, c'est qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux et que les citoyens soient davantage encouragés à se reconnecter avec la nature. Et enfin, il faudra développer des solutions en lien avec les régions et les communautés plus vulnérables. Il y a vraiment une notion de priorisation d'écosystèmes les plus en danger dans l'appel. Et donc accompagner une transition juste, tenant compte des conditions socio-économiques et améliorer la résilience des communautés face au changement. Donc comme je l'ai dit, il y a c'est pas le premier appel de la Commission européenne sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc l'idée, c'est pas de partir de zéro. Il y a vraiment déjà des initiatives qui sont en place, qui ont mis déjà
beaucoup d'efforts sur ces questions-là. Donc, il faut aussi pouvoir construire à partir de ce qui a déjà été fait. Et donc, il est très clairement indiqué dans l'appel qu'il faut qu'il y ait une partie des projets qui soit dédiée à faire le lien avec des initiatives existantes. Donc, ce sont tous les projets, évidemment, qui ont été financés dans le cadre de l'ERANET Biodiversa, puisqu'il y a un certain nombre d'appels qui ont été financés. Donc, vous avez tous les liens en hyperlien sur la présentation. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis, voilà, je vous ai mis quelques projets H2020 sur les solutions basées sur la nature et sur, plus spécifiquement sur la biodiversité, les écosystèmes, que je vous invite à aller voir. Il y en a d'autres, mais voilà, ça fait une petite sélection déjà de choses sur lesquelles vous pouvez vous baser si vous souhaitez construire une proposition. Donc voilà, donc là j'en ai fini un peu avec l'appel du domaine 7 pour le Green Deal H2020. Donc évidemment, ces thématiques d'écosystème et de biodiversité, elles ne s'arrêtent pas à cet appel-là. Et on sait d'ores et déjà que pour la suite du programme cadre, et donc pour Horizon Europe, on aura aussi des lignes d'appel qui seront sur ces thématiques-là. Donc en particulier, ce sera vraiment dans le pilier 2 d'Horizon Europe, le cluster 6, qui est sur voilà, l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement, qui comprend un volet biodiversité. Et le Biodiversa va aussi évoluer et puis devenir un partenariat donc, qui s'appellera voilà, restaurer la biodiversité pour sauvegarder la vie sur la planète. Donc c'est un partenariat, certains partenariats commencent plus ou moins tôt, donc celui sur la biodiversité commencera avec des appels dès 2021. Et d'ailleurs, donc, si vous allez sur le site de Biodiversa, il y a une consultation en ligne en cours qui, bon, la date limite est très proche, mais si ça vous intéresse, je vous invite à y répondre. Donc c'est une consultation qui porte sur le partenariat sur la biodiversité d'Horizon Europe. Et ensuite, bon, voilà, vous savez certainement que Horizon Europe aura aussi des missions. Et donc, vous avez une mission sur le changement climatique, une mission sur l'océan qui vont voir le jour et qui font aussi partie d'Horizon Europe et qu'il faudra prendre en compte. Voilà, donc là maintenant je vous donne quelques outils plus pratiques et qui portent plus largement sur l'ensemble des... Voilà, dès que vous voulez déposer un projet européen, ça fait partie des outils utiles. Donc ça c'est le portail du participant que vous devez certainement connaître, qui vous permet de voir l'ensemble des appels. Voilà. Vous pouvez aussi, donc on a avec le PCN, on a quelques liens qu'on peut vous donner aussi pour si vous envisagez de monter un consortium et que vous avez besoin de compléter votre consortium et de faire une recherche de partenaires ou proposer des compétences. Donc au niveau du point de contact national sur le site horizon2020.gouv.fr, on peut publier votre recherche de partenaires ou offre de compétences. Donc il ne faut pas hésiter à nous écrire donc, à l'adresse du PCN, on la met en ligne sans problème. Vous pouvez également mettre votre proposition votre recherche de partenaires ou proposition de compétences sur le réseau européen des PCN autour de l'environnement, qui publie aussi les offres et que vous pouvez consulter. Donc vous avez les liens ici. Vous pouvez également vous adresser, si vous cherchez plutôt des partenaires privés, des PME, vous adresser au réseau EEN, Europe Enterprise Network, qui fait aussi de la mise en réseau pour le dépôt de projets européens. Et enfin, donc sur le portail du participant, vous avez aussi un outil de Partner Search sur chaque appel qui vous permet de proposer vos compétences ou de rechercher un partenaire. Et voilà, je crois que c'est ma dernière slide. Et voilà, vous avez juste un certain nombre de liens utiles pour voilà, vous renseigner. Vous avez également, je ne l'ai pas mentionné, mais la base de données Cordis, qui est la troisième ligne, là, qui vous permet d'aller voir l'ensemble des projets qui ont été qui sont financés par la Commission européenne et qui est assez utile. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation, donc je suppose qu'il y a des questions. Je laisse... Laura, je vais prendre les questions qui ont été posées dans le chat. Vous m'entendez bien?
Oui, très bien, merci Emmanuel. Alors, j'ai une question euh, sur les PNR et zones Natura 2000. Les PNR sont-ils assimilés à des zones protégées ou est-on sur les classifications Natura 2000, les parcs nationaux, réserves naturelles, etc. J'en ai une qui est associée. Est-ce que les sites hors Natura 2000 et situés dans les régions ultra-périphériques et outre-mer sont aussi éligibles? Alors, donc sur la dernière partie de la question, donc les régions ultra-périphériques sont clairement mentionnées dans l'appel, donc c'est tout à fait éligible. Et je pense que sur l'éligibilité des zones, je pense que c'est assez large, c'est pas du tout précisé dans l'appel. Et je pense que l'appel a justement pour but d'élargir, c'est ça la notion d'upscaling, c'est vraiment d'élargir les zones qu'on traite. Donc il y a vraiment, je pense pas enfin peu de critères en tout cas là-dessus. Il faut qu'il soit, je pense que le critère de priorisation est plus important que d'autres critères précédents. Enfin, Emmanuel me contredira si je dis une bêtise, mais c'est ma Non, non, c'est compréhension. bien ça. Ouais. C'est aller au-delà des zones protégées actuelles pour upscaler justement ces zones protégées. Une autre question aussi sur l'éligibilité, mais là, on a répondu aussi, c'est les observatoires biodiversité existants sont-ils éligibles? Bien sûr, c'est dans Horizon 2020, toutes les formes juridiques existantes sont éligibles à participer à des projets, donc ça, il n'y a pas de problème. Pardon, Laura, je fais les questions et les réponses. Non, mais c'est très bien. Euh, Ça me va. une autre question sur l'incitation. Quel type? Point d'interrogation. Paiement pour services environnementaux. Comment le rapport coût-bénéfice pour les agriculteurs, par exemple, sera-t-il intégré dans ces incitations? C'est assez précis comme question. Je ne sais pas si on aura la réponse tout de suite. Il faudra peut-être contacter le PCN si vous avez quelque chose en tête, parce que là, je ne comprends pas vraiment la question. Tu veux tenter d'y répondre, Laura, ou... J'ai la même, j'ai la même Mm, réaction que toi. Je suis pas sûre qu'on ait la réponse tout de suite. Il ouais. faudrait voir précisément ouais, quelle est la question pour voir s'il faut qu'on sollicite la commission ou pas sur cette question-là, parce que ça me semble. Ouais. Une autre question, dans les réponses, il faut à la fois un volet continental et marin. Oui, très clairement. Enfin, les deux sont mentionnés à plusieurs reprises. Donc, Non, mais comment dire, ça Ah, ne est-ce veut que pas dire chaque. que dans un projet, il faut avoir les deux volets. Non, pas nécessairement. Là, oui, Ouais. effectivement. Tous les écosystèmes sont éligibles, entre guillemets, à l'appel, mais c'est pas obligatoire de mettre tous les écosystèmes dans un projet, justement. Oui, Vous pouvez et vous d'ailleurs, consacrer à un écosystème particulier. oui, et par ailleurs, comme l'appel prévoit de financer plusieurs projets, on s'attend aussi que chaque projet soutienne des écosystèmes différents, en fait, qui soient Mm. complémentaires. Donc il n'est pas du tout obligatoire de faire tout dans un seul projet. Avez-vous une idée de la taille ou échelle des zones où les solutions pourraient se déployer? Je pense que c'est très variable. Enfin, c'est ma compréhension en tout cas à la lecture de l'appel. Euh, L'idée, c'est qu'il soit plus large que ce qu'on fait actuellement. Ça, c'est très clair. Cette notion de upscaling, justement, vise à ça, à agrandir les zones sur lesquelles on développe des solutions. Mais je crois que l'idée, en tout cas, le choix des zones et la taille choisie doivent être vraiment justifiés dans l'appel, enfin dans les propositions, quoi. Il faut que ce soit qu'il y ait une logique, que ce soit en lien avec les communautés locales, avec les pouvoirs publics, etc. Donc je pense que la commission elle attend des propositions justement sur ce upscaling. Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Emmanuel, tu me diras si tu as une autre vue. Oui, oui, non, c'est exactement ça. Il y a une question un peu similaire sur la taille des zones à prendre en compte. Est-ce que c'est une taille régionale, zone géographique type massif, zone métropolitaine? Là, c'est pareil, c'est très ouvert. Je pense que les appels de la commission sont non prescriptifs, donc c'est vraiment à vous de démontrer que votre projet est cohérent et que la taille des... Bon, après, il ne faut pas prendre
une petite zone humide au sortir d'un cours d'eau très localisé, effectivement. Il faut vraiment que ça soit à l'échelle européenne et d'avoir aussi des éléments de comparaison de plusieurs écosystèmes sur différents lieux. Alors, deux questions. A-t-on des informations sur les interactions attendues entre les 3-4 projets financés et tous les impacts attendus doivent-ils être traités? Alors, sur la deuxième question, oui, tous les impacts attendus doivent être traités dans chaque projet. Et sur les interactions entre les 3 ou 4 projets financés, alors l'appel ne mentionne pas spécifiquement les projets dans l'appel, mais il mentionne très clairement que chaque projet pourra dédier un budget au lien avec d'autres projets sur cette même thématique. Donc pour moi, ça inclut aussi les projets copains qui ont été financés sur cet appel-là du domaine 7. Oui, il y a plein de questions. En termes de réalisation, on est sur 3, 4 ou 5 ans? Alors, il y a une date qui est fixée. On attend à ce que les solutions elles soient un peu opérationnelles pour 2024. Donc, c'est assez précis. Donc, c'est-à-dire que votre projet il va commencer fin 2021 et il faut qu'on ait des résultats un peu concrets pour 2024. Donc, ce qui fait 3 ans à peu près. Quelle coordination existe avec l'Agence nationale de biodiversité? Là, je crois que je n'ai pas la réponse à cette question. Oui, ce sont des initiatives indépendantes. Là, c'est vraiment la Commission européenne qui a mis en place son appel. Donc, il n'y a a priori pas de coordination avec l'Agence nationale de biodiversité. Autre question. Dans les réponses, il est mentionné que dans les outils, l'incitation est citée. Comment concrètement la mettre en œuvre, car craindre que ce soit du top-down sans prise en compte des coûts-bénéfices dans les pratiques agricoles, quand les pratiques agricoles sont ciblées. Là, c'est pareil, je vois que c'est la même personne qui a posé cette question sur les incitations précédemment, donc je ne pense pas qu'on puisse vous répondre aujourd'hui, mais vous pouvez nous recontacter pour plus de détails. Une dernière, côté technologie, y a-t-il des préférences ou des pistes visées? Solutions numériques, intelligence artificielle par exemple, ou analyse des données qui seraient bienvenues? Alors, il n'y a pas de, c'est pas mentionné très précisément. Par contre, voilà, l'idée c'est de faire la démonstration de méthodes innovantes, qu'elles soient donc technologiques ou non technologiques. Donc, on peut tout à fait imaginer que les solutions numériques soient bienvenues, comme vous le dites. Alors, là, c'est la dernière question qu'on prend, elle vient de s'afficher. C'est une RIA et en même temps, on demande des solutions opérationnelles montrant des changements concrets. Pouvez-vous décrypter ce paradoxe? Alors, c'est un appel pour lequel il y a vraiment une notion quand même d'analyse aussi, de monitoring des actions, etc. Donc, voilà, RIA, c'est une action de recherche et d'innovation. Donc, effectivement, c'est plus large, mais voilà, pour moi, il y a quand même une notion de générer de la connaissance aussi, en fait, dans cet appel, très clairement, sur comment accélérer un changement à long terme et plus intégré, quoi. Voilà, donc on arrive à la fin des questions. Si vous en avez d'autres par la suite, vous pouvez bien évidemment contacter le PCN Environnement. On essaiera de vous répondre rapidement et stratégiquement. Et voilà, donc Olivier, je te laisse la parole si tu veux conclure ce webinaire. Oui, merci beaucoup. Merci de votre participation pour ce webinaire. Donc, vous retrouverez le webinaire ainsi que la présentation en ligne sur le site horizon2020.gouv.fr. Vous y retrouverez également l'ensemble des présentations sur l'ensemble des thèmes du Green Deal Horizon 2020 sur la même page. Et puis en septembre, lorsque les appels seront annoncés, pour les personnes qui ont laissé leurs coordonnées en disant qu'elles voulaient bien être contactées, on pourra vous prévenir de la sortie des appels et puis éventuellement répondre à d'autres questions.
Merci beaucoup, merci pour votre participation, merci pour cette présentation et puis à très bientôt.